Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo et de ses risques de généralisation du conflit. Un sommet conjoint SADC-EAC en vue. Le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo risque de dépasser les limites de la République démocratique du Congo et de se généraliser dans la sous-région. Crainte exprimée par les communautés sud-africaines et est-africaines qui reviennent sur le sujet et qui envisagent très prochainement un sommet conjoint pour discuter de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Préoccupation surtout de la part du Burundi. Le président Evariste Ndayishimiye a mis en garde les autres pays. Le conflit pourrait bien dépasser les limites de la RDC, attaquer ne serait-ce que les pays voisins, le Burundi, l'Ouganda et peut-être même jusqu'à aller au Kenya. Et donc il faut faire attention, trouver une solution le plus tôt possible. Il a réaffirmé son soutien au président Félix Tshisekedi. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Gabin Adjaro. Est-ce qu'il y a réellement des risques que ce conflit s'étende au-delà des frontières est-africaines, des frontières de la République démocratique du Congo, quand on sait que pour le moment, il est contenu dans une partie de la RDC et c'est surtout dans l'Est? Oui, il y a une citation célèbre du feu président Yadema qui disait: quand la case de ton voisin brûle et que tu ne l'aides pas à l'éteindre, ça va aussi prendre ta case. Et ce sont des risques, c'est inévitable. Aujourd'hui, ces pays-là ne peuvent pas dire que non, ils ne sont pas atteints, même s'il n'y a pas véritablement des tirs d'armes chez eux. Ils sont atteints par ces crises-là parce qu'il y a les déplacements de population vers ces zones, vers ces pays pour pouvoir retrouver quand même la paix, pour pouvoir trouver une certaine quiétude. Donc, on peut dire que ces pays-là sont aussi atteints par la crise congolaise. Aujourd'hui, je pense qu'il faut prendre le problème à bras-le-corps et arriver à résoudre le problème, surtout que ce sont des pays de la même zone et que ce sont pratiquement le Rwanda et puis la RDC, ce sont des pays voisins qui sont en train de s'affronter, on peut le dire ainsi. Donc du coup, il va falloir qu'à un moment donné, ce sont des pays qui appartiennent quand même aux mêmes organisations sous-régionales. Donc à un moment donné, il faut penser à régler le problème. Ndayishimiye l'a si bien dit, parce que véritablement ce qui se passe aujourd'hui entre la RDC et puis le Rwanda, ce n'est pas que le problème de ces deux pays-là, ou bien ce n'est pas que le problème de la RDC, mais c'est le problème de tout le monde. Nous savons très bien que la RDC est un pays continent et ce qui atteint la RDC va atteindre tous ces pays-là. Et maintenant, quand tu prends aujourd'hui la tendance de ces rebelles, quand nous prenons la déclaration de Corneille Nangaa qui avait dit, le leader de l'AFC, qui avait dit entre-temps que non, aujourd'hui l'objectif c'est d'arriver à atteindre Kinshasa et puis de débarquer Félix Tshisekedi du pouvoir. Et aujourd'hui le M23 aussi, pour eux, l'objectif ultime c'est d'arriver à Kinshasa et puis de prendre le pouvoir. Donc on se pose la question de savoir si le problème qu'il y avait eu entre-temps en 97 où Laurent Désiré Kabila avait pris le pouvoir en marchant pratiquement sur tout le pays, sur Kinshasa. Aujourd'hui, ce problème ne va plus se reproduire. Donc, à un moment donné, je pense que Félix Tshisekedi lui-même, premièrement, doit savoir à quoi s'en tenir parce que, au prime abord, quand tu n'as pas une armée qui est capable de combattre face à cette horde-là qu'est le M23 et puis son soutien le Rwanda, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence de ses faiblesses et puis prendre les mesures nécessaires. S'il faut aller à la table de négociation, il faut trouver les personnes nécessaires qui peuvent faire quand même ce travail de négociation là avec l'ennemi en face. Sinon, dans le cas contraire, il va falloir leur imposer, si on a les moyens. Or, aujourd'hui, la RDC n'a pas ces moyens-là de pouvoir imposer une certaine résistance face à ces rebelles-là qui ont déjà pris Goma et qui marchent sur le reste du pays. Donc, l'appétit vient en mangeant. Je l'avais déjà dit, l'appétit venant en mangeant. Si ils se disent, si on a déjà pris Goma, ça veut dire qu'on peut aussi prendre toutes les autres villes, quand on sait très bien que on a en face de nous une armée qui n'est pas véritablement très résistante, donc on peut y arriver. Et c'est ce qui s'était passé à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Mobutu n'avait pas pris les choses à bras le corps et puis au fil du temps,
il s'est rendu compte qu'en vrai, ces gens-là c'était en train de se rapprocher et il avait pris la poudre d'escampette. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, lui, il devait prendre conscience de cela et essayer quand même de régler le problème au plus tôt. Et ces pays qui sont aux alentours, le Burundi, l'Ouganda, le Kenya et pratiquement tous ces pays-là qui font partie de l'EAC et tout, je pense qu'ils doivent véritablement s'asseoir et réfléchir à ce problème-là pour qu'il n'y ait pas véritablement de déstabilisation de la RDC qui va aussi empiéter sur les autres pays. Alors, généralisation du conflit et les communautés sous-régionales qui s'organisent, nous reviendrons tout à l'heure sur ce sommet en vue entre les deux communautés sous-régionales, mais bien avant, l'on craint une généralisation du conflit dans la sous-région est-africaine et peut-être sud-africaine. Ce n'est pas seulement le Burundi, la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya, c'est aussi toute la région. C'est une menace. Une déclaration du président burundais Evariste Ndayishimiye qui assure que si la RDC n'est pas en paix, la région n'est pas en paix. Adam. Oui, naturellement, c'est vrai, la généralisation du conflit, peut-être le conflit létal, mais aujourd'hui nous constatons directement que le conflit s'est déjà généralisé d'un point de vue diplomatique. Okay. Puisque personne ne peut dire le contraire lorsque vous voyez les passes d'armes. Et d'ailleurs même certains pays qui sont d'ailleurs même accusés en connivant directement donc avec l'un des pays pour déstabiliser l'autre. Ça voudrait dire quelque part que le conflit est déjà généralisé d'un point de vue diplomatique. Mais ici la question qui se pose, c'est que le principe de subsidiarité a pris véritablement un coup. A pris un coup en ce sens que lorsque vous prenez la RDC d'abord, étant donné, Gabel le disait tantôt, puisque c'est un État pratiquement continent qui est divisé entre les deux, en tout cas les institutions de communautés. Donc directement, lorsque nous prenons ce principe de subsidiarité qui en réalité devait permettre à ce que lorsque ce qui est dit en communauté soit donc suivi par tous les pays, n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous verrez directement que la SADC et l'EAC sont pratiquement opposés sur les approches pour un cessez-le-feu. Donc ça veut dire quelque part que déjà à partir du moment où nous avons deux communautés qui s'interposent, en tout cas dans l'approche de résolution. Donc opposés dans les approches, on le verra tout à l'heure, donc, on le dirait, on reviendra sur cet aspect. Je me dis que sur cet aspect, ça craint parce que quelque part, étant donné que ces passes d'armes entre les pays ne permettent véritablement pas de pouvoir avoir une approche, en tout cas de résolution commune, notamment de pouvoir être dans une même logique de pouvoir intervenir. Si tel est que le Rwanda, Kigali, qui est accusé de soutenir le M23, qui clame son innocence, et que chacun, en réalité, des autres pays devait donc faire front commun pour éviter, en réalité, le fait que, en tout cas, un embrasement d'abord, dépasser certains vies pour arriver jusqu'à Kinshasa, c'est ce qui est craint aujourd'hui. Puisque la stabilité de la région repose en réalité sur, en tout cas, l'approche commune, ce qu'on ne voit pas actuellement. Donc, aujourd'hui, c'est la RDC qui, si nous prenons d'ailleurs même son porte-parole qui disait le contraire de certains généraux qui avaient estimé que le M23 était repoussé, en tout cas au niveau de Goma, mais qui a dit clairement que le M23 a pris la plupart des positions ou des quartiers de Goma. Ça veut dire quelque part que dans les jours à venir, si tel qu'on ne trouve pas une solution assez risible, puisque l'armée, en tout cas de la RDC, au regard de ce qui se passe, moi je pense qu'elle est pratiquement affaiblie, même si on n'a pas tous les éléments pour le dire, mais on constate que la jambée que fait le M23 chaque jour que Dieu fait, puisque quelque part, au regard donc de cette contradiction d'opinion estimée sur les avancées du M23 à Goma, et que aujourd'hui le porte-parole qui le dit, ça vous a dit quelque part que les jours à venir, ils vont déjà dépasser Goma. Et lorsqu'on dépasse Goma, à Bukavu, tout à fait. Donc ils avancent de toutes les façons, ils avancent et ils l'ont reconnu comme tel. Donc quelque part, je pense que l'Union africaine, comme je l'ai dit, qui s'appuie en réalité sur ces deux communautés-là, sur le principe de subsidiarité qui en réalité n'existe plus, il faudrait quand même qu'on puisse regarder plus loin. Et je pense que ce que moi j'ai toujours dit, si tel que Félix Tshisekedi aujourd'hui, qui est dos au mur pratiquement à l'avancée du M23, devrait quand même mettre toutes les cartes sur la table. Mais il est toujours retranché
dans sa position de ne jamais discuter donc avec le M23, mais malheureusement, si tel est que le Goma qui est en train de tomber, mais encore Bukavu qui va être aujourd'hui attaqué, ça veut dire quelque part que le M23 va le contraindre demain à pouvoir donc discuter avec lui. Et si tel est le cas, ça veut dire quelque part que les gens viennent à la table de discussion avec des éléments plus pertinents et donc, de jour au jour, on verra Félix Tshisekedi qui va toujours être affaibli. Ce que moi je ne souhaiterais pas. Donc je me dis aujourd'hui, à partir du moment où la population est en train de souffrir, il faudrait quand même qu'on ne puisse pas dire que voilà, c'est l'ennemi. Mais en réalité, si l'ennemi est connu et que Kigali clame son innocence, il faudrait quand même discuter avec l'ennemi qui est pratiquement en train de prendre une bonne portion donc, de ton territoire. Est-ce qu'il faudrait toujours rester pour que l'ennemi vienne donc te dicter ce qu'il faudrait donc faire? Donc moi je pense qu'il faudrait quand même à un moment donné, comme on l'a toujours dit, en tout cas les armes ne font pas toujours la guerre. Il faudrait quand même que le dialogue, il faudrait que la diplomatie également intervienne pour que la guerre puisse donc cesser. Il faudrait quand même que... Avant qu'on aborde les solutions en vue avec ce sommet qui s'annonce, est-ce que vous voyez aussi un risque de généralisation du conflit? Vous avez dit que c'est le plan diplomatique, c'est bien déjà. Façons, oui. Mais dans le concret, est-ce que ce conflit risque d'attaquer par exemple le Burundi, d'attaquer l'Ouganda, d'attaquer le Kenya et autres? Non, on n'aura pas un conflit létal. On n'aura pas un conflit létal. Comme je l'ai dit, le conflit va être généralisé, mais déjà d'un point de vue diplomatique, il est déjà généralisé et il va l'être davantage. Mais le conflit létal, sur le terrain, le conflit létal, je n'y pense pas. Parce que de toute évidence, personne ne souhaiterait pas que, en tout cas, des pays qui sont des pays frères puissent donc s'attaquer d'une manière létale. Mais le conflit diplomatique est déjà sur la table et va toujours continuer. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Sana, le président burundais craint que le conflit ne se généralise, qu'au-delà de la RDC, que le feu n'embrase par exemple son pays, le Burundi, que cela attaque l'Ouganda, que cela attaque la Tanzanie ou le Kenya, selon ses dires. Est-ce qu'il y a réellement un risque de généralisation de ce conflit? Je pense sincèrement que ce risque existe, puisque à en croire certaines analyses, il n'y a pas que la RDC et puis le Rwanda ou bien le M23 sous couvert du Rwanda qui s'opposent. Il y a aussi d'autres pays comme l'Ouganda par exemple qui profitent, n'est-ce pas, des retombées du pillage des ressources minières de la RDC de la RDC. Donc ceci dit, cela veut dire nettement que lorsqu'il y aura demain, par exemple, la prise de Bukavu, forcément, des États qui soutiennent ouvertement Tshisekedi, qui soutiennent la RDC, vont vouloir, n'est-ce pas, faire la riposte en envoyant peut-être des troupes et des forces sur le terrain. Mais déjà, comme l'a si bien dit Monsieur Adam, ce risque quand même peut être atténué avec l'implication des organisations régionales, puisque à plusieurs reprises, ils ont appelé Tshisekedi à la table de négociation, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que déjà sur le plan logistique, c'est pas évident d'organiser cette riposte militaire, vu... Et c'est pas évident? Sur le plan logistique, déjà la distance... Qu'est-ce qui poserait problème? Déjà, la distance entre Kinshasa et Goma, plus de 2000 km. Mais il faut dire que c'est un pays où on a des administrations locales, donc cela peut s'organiser dans chaque gouvernorat, dans chaque région. Créer une administration est une chose, mais qu'elle soit fonctionnelle aussi, c'est une autre chose. Quand vous avez des gens qui devaient donner des répondants, qui fuient, qui désertent, qui se rendent à l'ennemi, et l'avancée fulgurante du M23 est due essentiellement parce qu'il n'y a pas eu quasiment d'opposition. Ils ne rencontrent pas d'opposition sur le terrain. Et donc ils avancent, et c'est dans ce contexte que Goma a été pris. Donc aujourd'hui, il y a aussi comment on appelle, le contexte, parce que Goma est composé de Tutsis. Et aujourd'hui, le Rwanda, c'est la rhétorique rwandaise, c'est de dire que le M23 protège les minorités Tutsis.
Donc ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, il y a ce soutien des communautés peut-être. Et il faut prendre ça aussi, cet élément en compte. Ah mais c'est les mêmes communautés qui sont en train de fuir aussi. C'est les mêmes communautés. Vous savez, bon, de toutes les façons, quand il y a la guerre, il y a peut-être des gens qui fuient. Est-ce qu'on peut soutenir des gens et puis ils viennent et puis on fuit? Non, parce qu'en fait, il faut situer ces éléments aussi dans ce ouais, c'est pas quand même à négliger. Lorsque Mobutu a été chassé, je pense c'est les forces du FPR qui ont soutenu, c'était dirigé par James Kaberebe, je crois, qui est devenu chef d'état-major de l'armée congolaise. Oui. Ensuite, je crois on se situe dans les années 97. En 98, dans la première guerre du Congo. Dans la deuxième guerre, mais ça dit qu'il a combattu contre cette armée en ayant pour base Goma. Donc ça veut dire que ce problème qui se passe, pourquoi Goma? Parce que c'est une commune, il est accepté il était accepté. Cet outil-là qui vient du Rwanda était accepté par cette communauté. Donc, ils ont ce soutien-là communautaire qui dit pas son nom. Donc, il faut appeler les choses par leur nom. Donc, et c'est pourquoi la fibre ethnique joue toujours selon vous. Voilà, exactement. La fibre ethnique a joué et le Rwanda joue sur ça à fond. Maintenant, bon, peut-être lorsqu'on va vers les pistes peut-être de résolution, peut-être que le Rwanda, l'ADC plutôt, n'a pas anticipé sur ces choses-là, comme par exemple... Pour les pistes, on reviendra tout à l'heure avec ce sommet qui est en vue. Autre chose d'abord à dire sur la généralisation du conflit? Non, je pense qu'elle peut elle peut être évitée par la négociation. Aujourd'hui, c'est un fait que la RDC est attaquée de manière injuste. Il faut dénoncer, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, que ça va être difficile d'organiser cette riposte-là. Déjà même, la proximité de Goma, de Bukavu avec le Rwanda, et qui n'est qu'à quelques heures, fait que c'est facilement la riposte ou bien l'attaque peut être intensifiée à tout moment du côté Rwanda M23. Merci beaucoup à vous. Alors, Gabin Adjaro, on va parler de ce sommet qui est en vue. Les chefs d'État de la communauté de l'Afrique australe se sont retrouvés le vendredi passé. Ils ont d'abord réaffirmé d'une certaine manière leur soutien à la République démocratique du Congo. La plupart de ces pays ont affirmé soutenir le RDC à faire face aux envahisseurs au M23 soutenus par la République démocratique, pas le Rwanda, excusez-moi. Et d'un autre côté, la communauté de l'Afrique de l'Est qui hésite plutôt à dire clairement si elle soutient ou pas, mais qui veut quand même qu'il y ait un dialogue franc entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Les deux communautés vont finalement tenir un sommet conjoint, comme je le disais. Ce sera les 7 et 8 février prochain à Dar es Salaam en Tanzanie. Une annonce faite par le président William Ruto, président du Kenya. Les deux présidents, normalement, sont attendus pour un sommet. Il faut rappeler qu'il y a déjà eu un sommet la semaine dernière qui a échoué. Sommet qui devait avoir lieu au Kenya entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi, qui finalement n'a pas eu lieu parce que Félix Tshisekedi ne voudrait pas discuter avec Paul Kagame au moment où le M23 attaque les populations dans l'est de la République démocratique du Congo. Un sommet conjoint pour décider du sort ou de la conduite à tenir face à la situation sécuritaire dans l'est du pays, alors que les deux communautés ne parlent pas de la même voix. Oui, c'est pourquoi moi je l'ai toujours dit, celui qui est à côté des toilettes, c'est lui qui sent l'odeur. Ce sont les Congolais qui, au prime abord, ont ce problème-là, et c'est à eux, premièrement, d'arriver à résoudre le problème. Je pense que Félix Tshisekedi, son pouvoir est fragilisé depuis l'interne, et à un moment donné, je pense qu'il devait s'asseoir autour d'une table avec ses opposants, les leaders politiques de son pays, et même la société civile, y compris même le clergé, pour pouvoir décider de ce qu'il faut faire, de la marche à suivre. Il ne faut pas juste se dire, bon, j'ai été élu par les Congolais, et puis je vais à ces négociations-là. Parfois même, face au problème, on est à court d'idées. Et j'ai l'impression que Félix Tshisekedi, il est à court d'idées, il est en train de patauger actuellement. Il faut s'entourer des personnes, des Congolais, pour pouvoir trouver une solution interne et puis marcher en ordre, pour pouvoir aller face à l'ennemi commun ou bien pour aller à ces sommets-là. Les sommets ne résoudront le problème que si les Congolais eux-mêmes, grâce à leur patriotisme, acceptent de résoudre le problème et que... Qu'est-ce que vous attendez des Congolais? Qu'est-ce que vous attendez de Félix Tshisekedi, par exemple? Félix Tshisekedi seul ne suffit pas. Les Congolais. Parce qu'aujourd'hui,
Quand vous prenez Joseph Kabila, qu'est-ce qu'il dit par rapport à cette crise-là? Il ne se prononce même pas. Il ne dit absolument rien. Joseph Kabila est du camp de Koné Nanga, qui est de l'AFC, qui soutient le M23. Voilà quelqu'un qui a eu à occuper. Aussi pas le Rwanda, selon la communauté internationale. Voilà quelqu'un, ça c'est selon la communauté internationale, mais jusque-là on n'a pas entendu et Joseph Kabila lui-même se prononcer. Mais on sait très bien que c'est quelqu'un qui est très 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 proche de Koné Nanga. Koné Nanga qui avait présidé la CEI, entre-temps, qui dit même qu'il avait proclamé frauduleusement Félix Tshisekedi, que lui-même il va encore venir le déloger. Mais aujourd'hui, quand vous voyez des hauts dignitaires, ceux-là qui ont eu à diriger le pays, se ranger du côté du rébellion, ça veut dire que le problème est très profond. Même si Félix Tshisekedi ne va pas discuter avec ces gens-là, au moins le minimum, c'est qu'il discute aujourd'hui avec ceux-là qui lui font face. Ceux-là qui l'ont critiqué. Et il n'y a pas que de la diversité politique dans ça. C'est des inimitiés pas possibles. Avec son deuxième là, le dauphin qui était au Moïse Katumbi, les docteurs Mukwege et autres, plusieurs personnes d'ailleurs, Fayoulou et autres, il faut s'asseoir autour d'une table, discuter avec toutes ces personnes-là et puis trouver une certaine stratégie. Ce n'est pas un aveu d'échec, ce n'est pas de la faiblesse, mais il faut accepter qu'aujourd'hui, on a besoin des idées de tout et chacun pour pouvoir faire avancer cela. Maintenant, au niveau des communautés sous-régionales, il faut réfléchir d'une certaine manière. Et cette est-ce que ce sommet pourra résoudre le problème vu que les deux communautés ne voient pas la chose de la même manière? D'un côté, on veut soutenir militairement la RDC a fait face au M23 et au Rwanda. D'un autre côté, on prône le dialogue. Ce problème, pour moi, le plus important, c'est d'arriver quand même à dialoguer, puisque la RDC n'a pas la capacité de pouvoir combattre ces rebelles-là. Donc, la meilleure des choses, c'est de discuter. Et pour discuter, il faut tout mettre dans la balance. En février 2023, le pape François avait demandé même à la communauté internationale de laisser la RDC tranquille. Donc aujourd'hui, il faut mettre cette communauté internationale au sein même du débat. Quand on prend le Danemark, la Suède, la France, les États-Unis, tous ces pays-là, ce sont des éléments chrysogènes qui font de l'hypocrisie en disant que non, on est en train de condamner et tout, mais au même moment, ça leur profite puisque leur consortium profite de cela. Et la RDC même, ou bien l'Union européenne, a signé un contrat avec le Rwanda, alors que le Rwanda n'exporte pas certaines je rappelle que ce contrat n'est pas signé uniquement avec le Rwanda, il a été signé avec la RDC avec la RDC aussi. Mais on sait très bien qu'au moins la RDC a ces richesses-là sous son sous-sol. Et le Rwanda n'en a pas. Le Rwanda trouve ces moyens-là, ou bien trouve ces richesses-là, ou pour pouvoir les exporter. Donc, à un moment donné, il faut savoir que ce sont les Congolais eux-mêmes qui ont accepté de se faire manipuler par la communauté internationale. Et il faut en appeler à leur patriotisme, à leur sens de patriotisme, et ensuite reverser au centre des discussions toute cette communauté internationale-là, tous ces éléments chrysogènes qui font en sorte que la RDC est en train de souffrir. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjaro. Alors, Adam Adjaro, les deux communautés vont organiser un sommet conjoint. Ce sera 7 et 8 février à Dar es Salaam en Tanzanie. SADC et EAC plutôt vont se retrouver pour discuter de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et pourtant, ces deux communautés ne voient pas la situation de la même manière. Oui, moi je pense que c'est la meilleure tabulation. Puisque quelque part, lorsque ces deux communautés sont divisées sur un même sujet, la meilleure des choses serait quand même qu'on puisse avoir un sommet conjoint pour en réalité rapprocher les positions, pour avoir une position commune qui puisse en tout cas aller dans l'intérêt de la résolution de la crise. Mais quelque part, je pense que dès le début de cette crise-là, c'est que la communauté internationale, pris dans sa globalité, n'ont pas véritablement pris la chose au sérieux. Mais aujourd'hui, on constate que au fil du temps, et lorsqu'on se tait, le conflit se tend donc à être non seulement généralisé, mais à prendre de coups ce qu'on n'avait pas vu venir. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec ces deux communautés réunies, il faudrait quand même que les grandes institutions internationales, notamment que ce soit l'Union africaine, également l'ONU, etc., puissent prendre part à cette discussion-là pour faire en sorte que l'on comprenne en réalité le sérieux qu'il faut mettre en place pour éviter qu'on ne puisse pas seulement orienter le regard sur le Rwanda qui jusqu'au jour d'aujourd'hui, même s'il y a des éléments d'approche qui permettent en réalité de le mettre en cause, il faudrait quand même qu'on puisse pousser en tout cas le regard plus loin et faire en sorte que chacun
chacune de ces institutions-là, mais également d'autres pays qui sont des pays, en tout cas frontaliers, qui en réalité animent, en tout cas, cette crise-là. Alors, vous pensez que ce sommet sera productif, pourra permettre de trouver une bonne solution à la crise? Bien évidemment, évidemment. Parce que, quelque part, comme nous l'avons dit déjà, à partir du moment où nous constatons qu'il y a déjà une généralisation de la crise liée donc à la question diplomatique, il y a lieu véritablement donc de pouvoir, donc, qui se regroupe en ça, mais faire en sorte qu'on ait également la communauté, puisqu'il y a l'Union africaine qui, en réalité, table sur ces deux institutions. J'ai parlé de la question de subsidiarité. Donc, il faudrait quand même qu'ils puissent avoir même mise dans cette discussion-là, pour que cette discussion, puisque quelque part, lorsqu'on les laisse à deux, puisque les gens s'entendent, ils sont quand même, même si la RDC est l'unique pays qui est au centre aujourd'hui, puisque les autres pays sont entendus sur des positions différentes. Donc, quelque part, si l'Union africaine ne viendra pas, ça voudrait dire qu'on va à un sommet qui, en réalité, on connaît déjà les résultats. Donc, il faudrait quand même qu'on ait une approche assez globale qui fera en sorte que les deux communautés puissent être dans une même logique et à trouver une bonne approche. C'est pourquoi je disais c'est la bonne tabulation. Merci beaucoup. Alors, Sana, un sommet conjoint, SADC, EAC, c'est 7 et 8 février 2025 à Dar es Salaam. Est-ce la solution pour arriver à la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, quand on sait que les deux communautés ne font pas la même appréciation du conflit dans l'Est de la RDC? En réalité, lorsque vous voyez les approches que les institutions régionales ou bien internationales ont adoptées, vous êtes amené à dire que la voie du dialogue va être celle qui sera privilégiée. Vous avez vu la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU qui était censé adopter des sanctions, n'a pas pu vraiment le faire parce qu'il y a des pays qui ont opposé leur veto. Vous avez des organisations régionales qui appellent M. Tshisekedi à négocier. Donc, sincèrement, moi je pense que cette affaire va aboutir forcément sur une négociation, on va dire... comment dit-on au M23 de ne plus de s'engager à ne plus avancer vers peut-être Kinshasa. On va dire ok, on va considérer comme acquis. Bon, je pense que on va aller vers quelque chose comme ça, hein. Mais je pense sincèrement pour d'autres voies de résolution en interne, je crois d'abord qu'il va falloir que le pays, la classe, comment dit-on, politique puisse être unifiée. En RDC, la classe politique congolaise? Forcément, parce que lorsque vous prenez l'ancien président Kabila qui semble se mettre à l'écart alors que nettement on sait qu'il penche plus du côté du M23. Ça c'est clair, il est du côté de l'AFC et donc du M23 bien sûr. Voilà. Donc ça veut dire que tout d'abord il faut régler ce problème en interne. Tant que un ancien haut dirigeant de ce pays qui prend position contre les intérêts de son pays, ça veut dire qu'en interne, il y a une partie de la classe politique qui applaudit et qui peut-être profite de ces avancées du M23. Et cela veut dire que chasser aujourd'hui le M23 de la RDC, ce ne sera pas quelque chose à court terme ni à moyen terme. On risque de penser ou bien amener à penser qu'il va falloir composer avec le M23 pour essayer de faire la paix des braves. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Malheureusement, le temps est parti pour ce sujet est épuisé. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.